Aujourd'hui, le sujet qu'on va discuter, c'est comment planifier ma gestion intensive des pâturages. Juste un bref rappel sur les différentes techniques qui existent en termes de gestion des pâturages, soit le pâturage continu, le pâturage en rotation simple ou encore le pâturage en rotation intensive. Si on regarde brièvement, c'est quoi le pâturage en continu? En gros, c'est qu'on laisse les animaux à l'année à un simple endroit où on les change une fois ou deux par année. Ça demande un système de gestion faible, ça a des faibles coûts d'investissement en termes de clôture, ça a des faibles besoins aussi en ressources humaines. Par contre, ça amène des faibles rendements, ça apporte une faible qualité des fourrages, ça entraîne aussi une faible densité d'animaux au pâturage. Autre désavantage, ça fait une utilisation hétérogène des pâturages, ça veut dire qu'il y a certaines plantes qui sont plus consommées que d'autres, et aussi entraîne certaines désertifications, mais ça se peut qu'il y ait une augmentation des mauvaises herbes qui se produit dans les prairies à cause de tout ça. Il y a une forte perte de matière sèche, une distribution assez hétérogène des fumiers, ce qui empêche un peu une meilleure fertilisation des champs, et comme j'ai dit précédemment, une forte pression des mauvaises herbes. L'autre approche, c'est un pâturage en rotation simple où qu'on a, c'est souvent peut-être ça qui est plus utilisé présentement qu'en continu, c'est rotation simple pour qu'on améliore les rendements et la qualité des fourrages. Ça permet des périodes de repos pour les pâturages comparé aux périodes continues. Ça permet d'allonger par rapport à la pâturage en continu, d'améliorer la période de pâture. Il y a une certaine meilleure distribution des fumiers qui est effectuée. Par contre, ça nécessite aussi des investissements en système de clôture, d'abreuvement qui est plus élevé que la version continue, mais ce n'est pas aussi performant que l'utilisation de pâturage intensif ou que des rotations à tous les jours ou même des fois 2 à 3 fois par jour. Maintenant, on va parler de pâturage intensif, de rotation intensive. Ça entraîne des rendements qui sont en fourrage qui sont beaucoup plus élevés. Ça permet d'augmenter le nombre d'animaux par hectare qu'on peut mettre dans nos parcelles, meilleure distribution des fumiers, le meilleur contrôle des mauvaises herbes. Il y a une prise alimentaire qui est uniforme à la grandeur du champ aussi. Et aussi, ça fournit une plus grande flexibilité en termes de combler les besoins nutritionnels et de gérer le nombre de groupes qui est nécessaire. Un des avantages, c'est une demande en gestion et en ressources humaines qui est assez intensive puisque ça nécessite de déplacer les animaux de façon très rapide. Lorsqu'on parle de mob grazing, c'est une façon très intensive, c'est à toutes les 1 à 2 fois par jour. Et un coût d'investissement initial qui peut être élevé, c'est surtout qu'il n'y a pas de clôture et si les clôtures de périmètre ne sont pas idéales, si les systèmes de breuvement ne sont pas mis en place, ça, comme j'ai dit, une demande plus élevée en ressources humaines. Puis tout ça, ça l'entraîne pour être capable de faire ce type de pâturage en rotation intensive. Il y a des facteurs clés pour la réussite dans nos pâturages. C'est surtout assurer une quantité de plantes qui est élevée, une quantité de biomasse qui est importante et s'assurer d'un temps de repos entre deux défoliations. Parce que c'est ça la clé du succès dans tout ça, c'est avoir une bonne quantité de biomasse et assurer une bonne portion de défoliation. Et ça, c'est un cercle qui interagit entre ces deux facteurs-là, qui doit être tenu en compte en tant que tel dans la régie des pâturages. Et ça entraîne 4 principes de gestion générale, en fin de compte, soit équilibrer le bon nombre d'animaux et la disponibilité des fourrages, gérer la distribution du bétail de manière efficace, ça veut s'assurer qu'on fait une planification, c'est quels animaux qu'on envoie dans quelle section et l'ensemble. Assurer des périodes de repos entre chaque période de paisance et éviter la paisance lors de périodes sensibles, inondation, sécheresse pour détruire la biomasse. Et tout ça, pour être capable d'appliquer ces principes, atteindre nos objectifs en pâturage intensif, une série d'étapes pour créer un plan de gestion. Les premières étapes, en fin de compte, qu'on va parler, c'est surtout pour identifier les besoins, identifier l'état actuel des choses pour s'assurer qu'on propose une solution qui est adéquate. Alors, ça commence par connaître les objectifs de l'entreprise, faire l'inventaire des prairies, les inventaires des espèces fourragères, les inventaires des aires protégées, en fin de compte, qui sont plus à risque, les inventaires des besoins en fourrage des animaux qu'on va utiliser, savoir c'est quoi les systèmes de clôture qui sont en place, les systèmes d'abreuvement et comment faire une gestion des pâturages. On va passer à travers tous ces points-là durant les prochaines diapositives. Comme pour n'importe quoi que ce soit un plan de fertilisation, plan de nutrition, plan de croissance, en fin de compte, c'est important, en fin de compte, que tout plan qui est fait avec un producteur, toute planification qui est faite avec un producteur soit basée sur les objectifs de l'entreprise et les buts qu'il veut atteindre. Dans ce cas-là, c'est quels sont les objectifs que le producteur va atteindre avec son système de pâturage.
et que ce soit à court et long terme, puisque des prairies, c'est des prairies qui durent sur 3, 5, 7 et 8 ans, tout dépendant, même jusqu'à 10 ans, qui sont bien entretenues et on utilise des bonnes pratiques. Quelques exemples. Est-ce qu'on veut augmenter le cheptel ou la disponibilité des fourrages à plus long terme par rapport à l'état actuel? Est-ce qu'on veut améliorer les performances des animaux ou la performance des champs? Est-ce qu'on veut réduire nos coûts de production ou est-ce qu'on veut améliorer la santé des sols? Est-ce qu'on veut aussi participer à diminuer l'érosion des sols? Ce sont des exemples, en fin de compte, d'objectifs qui peuvent être dits par le producteur ou demandés par le producteur qui doivent être tenus en compte lorsqu'on fait la planification. Lorsqu'on parle d'inventaire des prairies, c'est de savoir quels sont les champs qui sont disponibles pour faire du pâturage et tout ça mis sur une façon d'être un plan. L'objectif, c'est de s'assurer que les sections qui vont être utilisées pour le pâturage soient regroupées ensemble et non éparpillées en des sections pour des grandes cultures séparées des pâturages, puisque ça va nécessiter des déplacements et la gestion va être plus problématique. Et aussi identifier quel genre de pâturage sont la propriété des producteurs et non. Aussi, dans tout ce processus-là, c'est pour tous les champs qu'on va mettre en place, c'est de tenir compte, à faire l'inventaire de c'est quoi l'état de la situation de la fertilité des sols, c'est quoi au niveau du pH, des besoins en phosphore et en potassium, des enjeux de compaction des sols jusqu'à un certain moment. Aussi, identifier pour ces champs-là, puis les noter, c'est quoi les facteurs limitants la productivité, soit des sols sableux qui sont à fort risque de sécheresse, des sols peu profonds où que la roche-mère, en fin de compte, est prête, puis eux aussi sont à risque de sécheresse qu'il faut en tenir en compte pour savoir est-ce qu'on les fait pâturer plus tôt en début de saison et ne pas en tenir compte pour le milieu. Savoir s'il y a des risques d'inondation dans certaines prairies pour respecter les règles environnementales. Savoir si on travaille sur des sols organiques avec une forte teneur matière organique, puisque la présence d'animaux peut nuire au sol jusqu'à un certain point et nuire à la persistance des plantes. Des prairies avec des très fortes pentes. Aussi, c'est important d'identifier des zones sensibles. Est-ce qu'il y a de la présence d'eau de surface pour respecter les règles environnementales? Présence de carrières, de mines ou de gouffres, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux qui aillent là. Présence de puits, soit d'eau potable qui est utilisée actuellement ou condamnée. Texture grossière des sols, en fin de compte, puisque ça peut avoir des impacts sur la perte de nutriments puis le lissage des nutriments. Des pentes raides, des zones boisées, des cours d'eau intermittents, ce qui veut dire que ça peut au printemps qu'il y ait l'eau coule à l'intérieur, mais rendu à l'été, ça sèche, c'est d'en tenir en compte dans tout ce qui est la construction. Autre chose importante aussi, c'est, lorsqu'on fait la planification, c'est de faire l'inventaire de nos prairies. C'est savoir, OK, c'est quel type d'espèces qui se retrouvent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes ou non? Ici, il y a un exemple de tableau qui peut être fait pour évaluer l'état de la situation dans les prairies. Soit, on prend la question de savoir c'est la composition des espèces. Est-ce qu'il y a des 0 indique que des espèces sont désirables et 4 des espèces qui sont majoritairement désirables? Est-ce qu'il y a une diversité des espèces? Est-ce qu'elle est faible ou importante? Est-ce qu'on se retrouve seulement avec une graminée ou on se retrouve avec un mélange de différentes graminées et différentes légumineuses? Est-ce qu'on a une densité de plants qui est importante? Est-ce que c'est clairsemé ou c'est très dense? Quelles sont les vigueur des plants? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'on voit qu'il manque de nutriments jusqu'à un certain point? La proportion de légumineuses, est-ce qu'on nous avons moins de 10 ou plus de 40 Est-ce qu'il contient des résidus végétaux? Est-ce qu'on se retrouve avec l'accumulation de matière morte en fait sur le sol? S'il n'y en a pas, c'est un problème. Par contre, s'il y a un surplus, ça peut avoir des enjeux aussi pour permettre le sursemis. Est-ce que les animaux, dans l'état actuel, est-ce que c'est une consommation qui est faite de façon uniforme ou incomplète? Est-ce que les animaux utilisent de façon intense les pâturages, qui est un problème, de façon modérée ou faible en fin de compte, c'est du pâturage continu? Est-ce qu'il y a des présences d'arbres? S'il y a une population de plus de 40 ça peut être un enjeu, tandis que les présences d'arbres, c'est important aussi pour créer de l'ombre. Moins de 10 c'est idéal en fin de compte, à moins qu'on se lance dans l'agroforesterie, ça c'est notre domaine. Et aussi savoir, est-ce qu'il y a l'érosion des sols? Est-ce que c'est sévère ou jusqu'à faible? Aussi, c'est important de savoir, là, on va travailler surtout à partir de moyenne, parce que je suis conscient que peu ou pas de producteurs ont des données sur les courbes de production, les rendements de leurs prairies. C'est important de savoir, d'une présente présentation sur la planification stratégique des systèmes fourragers, on peut voir que tout dépendant des espèces, des graminées, légumineuses et plantes fourragères de saison chaude ou encore des brassicacées n'ont pas les mêmes courbes de croissance, de développement durant la saison. Puis ça est à tenir en compte dans le processus. Aussi, c'est important de savoir, avoir un inventaire des animaux, premièrement, pour savoir c'est quoi les besoins, savoir pour chaque, est-ce que c'est des vaches taries, des vaches en lactation, des veaux,
que nous avons pour pouvoir calculer les besoins. Il existe des équations sur le sujet. Est-ce que aussi, c'est important de savoir, parce que si vous voulez faire une planification de vos pâturages, est-ce que le producteur pense pouvoir agrandir son troupeau à long terme, puisqu'il faut que ce soit tenu en compte durant le design des parcelles, puisque c'est des investissements importants, installer de la clôture ou soit des systèmes d'abreuvement. Aussi, c'est important de savoir que le producteur combien de groupes il va gérer et faciliter la régie des pâturages, mais aussi s'assurer que les groupes soient en lien avec les besoins nutritionnels de l'animal. Aussi, autre facteur important, c'est de savoir c'est quoi le système d'abreuvement qui est en place. Ici au Québec, il faut que les animaux aient accès à de l'eau, ils ne peuvent pas les boire directement dans les ruisseaux pour des raisons. C'est qu'est-ce qui est actuellement? Est-ce qu'il y a des tuyaux déjà mis au sol? Est-ce que, si vous voulez faire du pâturage intensif plus l'hiver, est-ce qu'il résiste au gel? Est-ce qu'il y a des enjeux pour que l'eau gèle? Autre chose importante, c'est que tout dépend de la taille du troupeau. Est-ce que vous avez des bassins suffisamment grands? Puisque, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les troupeaux vont tous boire en même temps et suivre. Alors, si vous avez surtout un débit d'eau faible et que votre bassin d'eau n'a pas assez accumulé, les animaux, si vous avez un troupeau important, les animaux, quand ils vont se présenter, il va manquer d'eau pour les derniers les animaux, puis ceux-ci vont se retrouver déshydratés jusqu'à un certain point, puisqu'ils n'auront pas bu à leur soif. Aussi, de s'assurer que les cours d'eau, la protection des cours d'eau est assurée pour pas qu'il y ait de pollution qui soit faite dans l'environnement. Et aussi, c'est important de localiser sur la carte où sont les points d'eau pour effectuer la planification des systèmes d'abreuvement. Autre chose, les systèmes de clôture, on ne couvre pas, c'est de savoir quels sont les types de clôtures qui sont mis en place, que c'est de la clôture électrique, la clôture avec, on va dire, carottée ou de la clôture avec du barbelé. Où sont-elles localisées? C'est quoi leurs conditions actuelles? Est-ce qu'elles sont en bon état, mauvais état? Est-ce que pour la clôture électrique, est-ce que c'est une clôture avec un faible calibre, ce qui veut dire un gros fil? Ou c'est des petits fils? Est-ce qu'elles sont bien tendus? Est-ce que vous devez effectuer des améliorations sur votre système de clôture électrique? Aussi, où est la position? Parce qu'au pâturage, vous avez besoin de manipuler les animaux s'ils sont malades ou pour les regrouper ou pour les transporter. Où sont, en fin de compte, le corral ou le point de rassemblement pour ceux-ci? Maintenant que c'est fait, maintenant que vous savez c'est quoi votre inventaire, c'est quoi l'état de la situation, il y a certaines choses pour designer votre plan, en fin de compte, de pâturage. C'est important, en premier lieu, de déterminer le nombre de parcelles et leur taille. Ensuite, de déterminer le type de clôture et leur localisation dans le processus que vous souhaitez avoir et déterminer comment l'eau sera acheminée aux animaux. Il y a un autre point aussi qui est manquant ici, c'est tout ce qui est la gestion des actions à haute densité, comment la gérer sur les allées ou les aires d'abreuvement ou qui ont tendance à être plus boiteuses. Pour déterminer le nombre de parcelles, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est basé sur deux paramètres, soit la longueur de la période de repos, et ça, c'est selon les espèces. Vous pouvez voir ici, en fin de compte, des conditions froides, conditions chaudes pour les gramiers de saison froide, les gramiers de saison chaude et les légumineuses. Mais si on regarde en moyenne, cette période de repos, oui, ça dépend en fonction de l'espèce, mais ça dépend aussi en fonction de la période de l'année, puisqu'il y a une plus forte croissance au printemps qu'au milieu de l'été ou qu'à l'automne. Mais en moyenne, on peut estimer que c'est entre 25 et 30 jours. Et plus qu'on s'en va vers la fin de la saison pour les graminées de saison chaude, la saison froide, je veux dire, plus qu'il faut étendre celui-ci. Et tenir compte aussi de la longueur de la période de pâturage dans votre calcul du nombre de parcelles, est-ce que ça va être 1, 2 jours que vous allez les mettre à l'intérieur? On recommande maximum 6 jours. Sinon, il va y avoir une trop grande défoliation importante et ça va nuire à la repousse, nuire au rendement et affecter la persistance en fin de compte des prairies. Ça, comment ça se calcule? C'est le nombre de parcelles, c'est le nombre de périodes de jours de repos divisé par le jour de période de paisance plus 1, qui va vous donner une idée du nombre de parcelles qui doit être fait dans votre système. Maintenant, on sait à peu près c'est quoi le nombre de parcelles, c'est de savoir c'est quoi la grandeur des parcelles. Première chose à savoir, c'est combien le besoin journalier en fourrage en kilogrammes de matière par jour. Ça, vous l'avez fait dans votre inventaire, dans la mise en place de vos groupes. C'est quoi la durée de paisance que vous dites? C'est-tu une demi-journée? C'est-tu une journée, 2 jours, 3 jours, dépendant de vos disponibilités en ressources humaines? Aussi, c'est quoi les rendements fourragers? Je vous recommande d'utiliser des rendements fourragers qui sont moyens selon les espèces. Et tout ça se calcule. La dimension de paddock, c'est la consommation journalière en fourrage fois le nombre de jours au pâturage divisé par les rendements à l'hectare ou à l'acre de ceux-ci. Autre facteur important, c'est de savoir oui, on travaille à partir de valeurs moyennes pour les rendements si vous n'avez pas des mesures, mais autre chose importante, c'est de tenir en compte la longueur que vous entrez en fin de compte au pâturage, que vous débutez, et quand on les sort.
Ici, on retrouve pour différentes graminées, légumineuses. Pour le printemps, c'est quand on peut commencer, en fin de compte, la mise au pâturage. Tandis qu'ici, pour atteindre un stade, en fin de compte, optimal, c'est la mesure en pouces, 8 à 10 pouces, et selon les espèces. Finalement, on sort les animaux. On peut trouver ici la hauteur, à quel point il faut sortir les animaux pour assurer qu'il reste du feuillage dans la plante. Et ici, c'est la longueur qui est nécessaire de laisser au pâturage avant la première gelée mortelle. Autre facteur important, puis si vous voulez dire, oui, Maxime, c'est bien beau, c'est très variable, tout ça, tout dépendant des saisons. Voici quelques idées pour être capable d'assurer et de gérer la variabilité des prairies. C'est travailler à partir des valeurs moyennes de l'année et non du mois de juillet à août, parce que ça peut être un peu plus complexe. Varier la longueur des périodes de présence, puisque ça se peut très bien que les périodes de présence soient plus longues durant l'été, au printemps, que pendant au mois de juillet août ou pendant l'automne. Faire du pâturage en banque avec une clôture amovible à l'intérieur d'une même parcelle pour éviter le gaspillage et assurer une bonne consommation. Ou effectuer une coupe lors de la première coupe si vous vous retrouvez à trop de prairies. Puis, comment vous pouvez savoir, puis comment vous faites pour savoir c'est quoi le nombre d'hectares de pâturage que vous avez besoin. En fin de compte, vous allez prendre le nombre de parcelles que vous avez besoin, multiplier par la taille des parcelles, et ça va vous donner un estimé de la dimension de pâturage que vous aurez besoin. Comment dessiner les parcelles si vous avez besoin de refaire de zéro en tant que tel configuration des parcelles? On essaie de choisir des types de sols qui sont similaires, avec des pentes aussi similaires pour que ce soit uniforme. Aussi, avoir des topographies similaires, des espèces fourragères similaires. Si possible, de former un carré puisque ça s'assure d'avoir une consommation uniforme, tandis que les parcelles qui sont longitudinales en forme de rectangle, si un point d'eau est à une extrémité, la consommation des plantes va être beaucoup plus importante plus près du point d'eau qu'à l'autre extrémité. Et ça peut entraîner des problèmes en gestion des mauvaises herbes et tout ça. Puis aussi, c'est important que l'accès au point d'eau soit à moins de 800 pieds, en fin de compte, de l'extrémité du pâturage de celui-ci, puisque ça peut nuire aux performances des animaux. Installation des clôtures, je vais faire un bref appel. On n'ira pas dans les différentes techniques puisqu'on va manquer de temps aujourd'hui, puis ça pourra faire partie d'un webinaire spécifique pour ça. C'est les facteurs considérés. C'est quoi la fonction de la clôture? C'est une clôture de périmètre. De périmètre, est-ce que vous voulez faire une broche carottée, une broche électrique? Est-ce que c'est pour quel type d'animaux? C'est pour des vaches, des veaux ou des moutons, puisque ça ne sera pas les mêmes besoins. Les préférences du producteur, est-ce qu'il préfère utiliser la broche électrique simplement ou il préfère la broche carottée? Est-ce que aussi il y a la possibilité d'avoir une clôture électrique? Ça se peut très bien qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de source de courant. Est-ce qu'il y a besoin d'effectuer un contrôle des prédateurs, puisqu'on sait très bien qu'une clôture électrique, les coyotes ou les loups vont pouvoir passer en dessous, tandis qu'une clôture carottée, effectivement, les prédateurs vont avoir plus de difficultés? Ou c'est le coût qui est prêt à investir? Pour ce qui est de la localisation des points d'eau, qui soit disponible dans chaque parcelle, maximum 800 pieds de déplacement pour éviter l'accumulation de fumier trop importante. Dernier point un peu dans votre design pour les zones de forte densité. Quand je dis zone de forte densité, c'est tout ce qui est les allées de déplacement, les allées d'abreuvement. Quand on parle de déplacement, ça doit être configuré pour s'assurer que ça facilite le déplacement des animaux, que les animaux puissent se déplacer simplement d'une parcelle à l'autre et que celui-ci, le producteur, ne rencontre pas de problématiques. Il faut localiser les allées pour éviter d'effectuer l'érosion des sols, loin des inondations, loin des cours d'eau, éviter dans le bas d'une pente ou les milieux humides ou encore les sols organiques. Autre point important, pour éviter de la boue dans les zones d'abreuvement, si vous souhaitez le faire, c'est possible, soit le déplacer à chaque fois au pâturage pour éviter que la zone d'abreuvement soit au même endroit, mais si vous voulez faire des stations d'abreuvement qui sont fixes, il est recommandé d'enlever le premier 8 pouces de sol organique, de sol en fin de compte, de compacter le sol, d'ajouter une membrane géotextile, par la suite d'ajouter un 6 pouces de matériel grossier, je parle de groches de haute calibre du 3/4 ou du 1 pouce, et utiliser une matière beaucoup plus fine pour s'assurer que ça ne blesse pas le pied des vaches. Et cette matière plus fine-là doit être aussi présente dans les allées de déplacement, surtout pour les bovins laitiers ou qu'il y a un fort déplacement, pour s'assurer que ce soit confortable pour celui-ci. Dimension des zones d'abreuvement en fonction du nombre d'animaux, ça peut être entre 20 et 25 pieds pour la zone d'abreuvement, tandis que les allées de déplacement, c'est entre 12 et 15 pieds qu'on garde plus largeur. Là, vous avez pu voir comprendre qu'on arrive à la fin de la présentation, qu'on a couvert un peu c'est quoi le processus. Je vais vous donner certaines références pour aller là sur le sujet, mais on n'a pas touché à différents aspects durant cette présentation-là, puis par manque de temps, soit quand débuter le pâturage au printemps, on a vu en fin de compte la hauteur minimum. Quand changer les parcelles,
c'est quand le bon moment. On a vu un peu aussi, c'est vrai, le nombre, la hauteur qu'il fallait sortir les animaux. Comment utiliser, comment améliorer l'utilisation des fumiers des vaches pour nourrir le sol. Est-ce que c'est important d'utiliser des fertilisants dans les prairies? Est-ce que c'est rentable pour les pâturages? Autre chose, dois-je appliquer de la chaux dans mes pâturages? Aussi, c'est quoi faire dans les périodes de sécheresse ou de conditions humides pour ne pas détruire les pâturages et s'assurer qu'il ne manque pas de foin. Et aussi, c'est quoi les bonnes pratiques à faire pour le suivi des pâturages? C'est important d'avoir des données pour s'améliorer en continu. Sur ce, je vous laisse sur certains documents qui sont disponibles en ligne gratuitement, soit Grazing System Planning Guide, qui vient de la USDA et de l'Université du Minnesota. On retrouve un document qui a été fait par des producteurs de bovins de boucherie, un guide pour développer un système de pâturage, un autre guide de cette organisation, et finalement un guide du Wisconsin sur comment faire un pâturage rotationnel profitable. Fait que, bien, merci de votre présence et passez une belle journée.